Hello tout le monde, c'est Baron, on se retrouve pour l'épisode numéro 1 sur le Lionfly numéro 4 sur le Normandie-Yémen. Et pour cela, ce Lionfly va être un peu différent de ceux qui ont déjà été présentés avant, dans le sens où, étant donné que je vais parler d'un groupe de pilotes qui ont eu un nombre d'appareils assez varié, je vais faire en sorte de pouvoir vous présenter les principaux, hein, pas tous, mais je pense que si j'ai bien compris, ils en ont eu que 3 ou 4, les appareils principaux qu'ils ont possédés. C'est-à-dire que je ne vais pas uniquement faire le Lionfly sur cet appareil qui est en face de vous, le Yakolev Yak 1B, mais également sur les deux autres appareils qu'ils ont possédés, à savoir que le Normandie-Yémen a également possédé des Yak 9, dont le Yak 9T, qui sera celui sur lequel je ferai le deuxième Lionfly, puisque c'est un avion qui proposerait peut-être un gameplay un peu plus différent que celui du Yak 9 normal ou du Yak 1B. Et en troisième, je présenterai le Yak 3, non pas le Yak 3P parce qu'ils n'en ont pas possédé, mais le Yak 3 classique, qui sera le troisième appareil que je présenterai pour le Lionfly Normandie-Yémen. Donc ceci en fait est la première partie de l'épisode 4 de Lionfly. Donc, comme vous avez pu le voir, on va parler aujourd'hui du Yakolev Yak 1B. Alors, niveau création historique, le premier nom du Yak 1 en fait, c'est un peu à l'image du P51, il ne savait pas le Yakolev, mais il était baptisé le I-26, un peu à l'image du P51, dont le premier nom a été en fait le A36A Apache. Son concepteur donc c'était Alexandre Sergeyevich Yakolev, qui avait été d'ailleurs décoré, dû à la création de ce chasseur, de l'ordre de Lénine, et Staline lui avait même donné, je crois que c'était une récompense en roubles, je sais plus vraiment de combien, mais plusieurs dizaines de milliers de roubles et aussi une voiture. Et pour des communistes à l'époque, c'est quelque chose d'assez symbolique. Donc à l'époque, oula, ma voix est partie en couille. Donc à l'époque, un peu comme la grande majorité des constructeurs aéronautiques, le problème était qu'il fallait construire un moteur puissant pour ce chasseur, et les Russes, eux, n'étaient pas extrêmement avancés à ce niveau-là. De ce fait, ils ont fabriqué un moteur Klimov M105P, pardon, qui en fait c'est simplement un moteur Hispano-Suzuya qui était fabriqué sous licence, qui est un 12 cylindres en V de 1100 chevaux. La tendance à l'époque, c'était de fabriquer des chasseurs légers et maniables. Et donc ce Yak 1, lui, il n'a pas été une exception à cette règle à l'époque. Et donc c'est ainsi qu'apparut le Yakolev 1B. Il y a au total plus de 8700 Yak 1, donc je précise bien uniquement des Yak 1 produits, dont dans le tas la variante Yak 1B. Niveau caractéristiques, donc le type forcément c'est un chasseur qui n'avait qu'un seul pilote. Sa vitesse maximale était très loin d'être dégueu, quand même 592 km/h. Niveau moteur, c'était bien sûr comme dit précédemment un Klimov M105P, donc un V12 qui était refroidi par liquide, donc de 1100 chevaux. Niveau armement, le Yak 1 classique, donc qu'on peut avoir au tout début de l'arbre de War Thunder. Je vais quand même parler très brièvement au niveau de l'armement. Le Yak 1 classique, lui, avait deux mitrailleuses de 7,62 mm et le Shfak, qu'on connaît tous, de 20 mm dans le nez. Alors que Yak 1B, lui, n'avait qu'une 12,7 mm Bérésine et le 20 mm Shfak. Donc ils ont préféré mettre une mitrailleuse de calibre 12,7 mm plutôt que les deux mitrailleuses de 7,62. Pourquoi? J'en sais rien. Très sincèrement, me demandez pas. J'imagine peut-être par rapport à la puissance de feu, au nombre de munitions ou à l'encombrement peut-être. Et on pouvait aussi mettre sur cet avion un total de 450 livres de bombes optionnelles. Son taux de montée, il est très loin d'être dégueu, même dans War Thunder, hein, vous pouvez remarquer, parce que c'est un avion, il faut savoir, qui est très léger, parce que, je sais pas si vous voyez ma souris, non, si vous la voyez, vous voyez ma souris, il faut vous dire qu'à partir d'ici environ, au niveau du fuselage, les ailes étaient faites en toile, hein, c'était encore de la toile, les ailes du Yak 1B. Il faut vous dire qu'au niveau du fuselage, il n'y avait que la partie moteur, capotage moteur et cockpit, à peu près juste avant les toiles en fait, qui était en métal, et tout le reste était encore de la toile. Bon, pas de la toile type première guerre, hein, de la toile quand même un minimum renforcée, mais c'était de la toile quand même. Ce qui fait que cet avion, il était ultra léger pour un moteur qui avait 1100 chevaux. En comparaison, un Spit c'était entièrement métallique, donc il était plus léger qu'un Spitfire, avec comme les premiers modèles de Spit, hein, les modèles Mark 1, avec un moteur aussi puissant, voire parfois un tout petit peu plus puissant, parce que je crois que les premiers modèles de Spitfire avaient des moteurs qui étaient de 950 000 chevaux, donc il avait peut-être un léger avantage au niveau moteur, si je me trompe pas.
Son plafond était de 10 500 mètres, ce qui est très loin d'être dégueu. Son rayon d'action était de 800 km, son poids à vide de 2,4 tonnes et le poids chargé de 2,9 tonnes. Il avait une longueur de 8,41 mètres, une hauteur de 2,64 mètres et une envergure de 9,74 mètres. Ensuite, niveau théâtre opérationnel, et ben en fait ça a été un peu le clash de deux idéologies de moustaches qui se sont foutues sur la gueule durant toute la durée de la guerre. Parce qu'il faut savoir que les Yaks se sont battus quasiment uniquement au-dessus du territoire russe, un peu en Mongolie si je me gourre pas, et forcément au-dessus de l'Allemagne, mais principalement au-dessus de la Russie, puisque lorsqu'Hitler, donc Tonton Moustache numéro 1, a brisé le pacte de non-agression, c'est là que les combats ont commencé. Et c'est là que, comme vous pouvez voir en 1941, sur la première photo, la première carte, vous pouvez voir l'avancée des troupes allemandes et la zone en violet étant l'URSS occupée par les Allemands. D'ailleurs, j'ai mis 41 alors que c'est écrit 42 sur la carte, je suis con moi. Mais en fait, on va dire que c'était fin 41, début 42, la carte du haut. Et en dessous, là, c'est plus loin dans l'année 42, vous voyez que là, les attaques qu'il y avait eu à Leningrad, Moscou et Stalingrad ont été repoussées, les attaques allemandes ont été repoussées, et c'est là qu'on voit que les soviétiques commencent à repousser l'armée du Troisième Reich. À savoir que Hitler, au niveau de la bataille de Stalingrad, il a pris ça un peu comme comment dire, un bras de fer direct entre Staline et lui, parce qu'il faut dire quand même que cette ville portait son nom. Et en fait, cette ville, c'était pas uniquement une ville, c'était surtout un symbole en fait. C'est Stalingrad, c'est entre guillemets la ville du grand patron, donc il faut la protéger. Et donc Staline s'est acharné sur Stalingrad, il continue à envoyer des bombardiers, des Inkelsen jour et nuit, même si la ville c'était déjà un amas de ruines. Enfin, c'était vraiment un bras de fer entre deux idéologies, le communisme et les nazis. Le nazisme, donc entre Tonton Moustache numéro 1 et Tonton Moustache numéro 2. Maintenant on arrive au mieux, le Normandie-Yémen. Donc ici j'ai réussi à trouver une photo des premiers pilotes étant arrivés dans cette escadrille. Alors, qui l'a créé? C'est quoi le Normandie-Yémen? Baron, c'est quoi le Normandie-Yémen? Qui l'a créé? Tout ça, tout ça. Alors d'abord, il faut savoir que le Normandie-Yémen, d'abord, s'appelait le groupe de chasse numéro 3, parce que c'était le troisième groupe de chasse des forces françaises libres, qui a été créé par le général de Gaulle en 1942, et qui engagea le combat en mars 1943. Alors pour une petite histoire, il faut savoir qu'à la base, De Gaulle voulait, pour soutenir les Russes, envoyer une unité française parce qu'il voulait que les Français sur tous les fronts, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe. En Europe, c'était déjà le cas avec l'escadron Alsace qui était en Grande-Bretagne. En Afrique, avec d'autres escadrons, un autre escadron dont j'ai oublié le nom, un escadron de bombardiers qui volait sur des Beaufort et des Blenheim, je crois. Et donc il voulait qu'il y ait également des Français sur le front russe pour soutenir les Russes et leur démontrer que les Français continuent à se battre, qu'ils sont bien partout. Au début, il voulait envoyer une division de chars, mais les mecs, on va pas se mentir, envoyer des chars par bateau, c'est un petit peu le bordel. Et donc un de ses subordonnés, à De Gaulle, lui a plutôt proposé de leur envoyer une escadrille de chasse. Surtout qu'à l'époque, les Russes... excusez-moi, je joue mon micro. Les Russes avaient terriblement besoin d'avions, mais surtout de pilotes. Parce qu'avec le pacte de non-agression qui a été rompu par Hitler, la majorité de l'Air Force russe a été complètement annihilée au sol sans pouvoir décoller. Et donc ils ont perdu énormément de matériel durant le début de la guerre. Et c'est pour ça que quand l'escadrille française est arrivée, je vais pas dire qu'ils ont poussé un soupir de soulagement, mais ils étaient contents de voir arriver ces Français, de voir arriver des alliés pour les aider. Parce que les Américains, eux, à part leur fournir des avions, ils n'avaient pas foutu grand chose pour aider les Russes. Donc là, je me suis permis de mettre la liste de tout, enfin de la première vague, entre guillemets, de pilotes, de mécaniciens et autres qui sont arrivés en premier en Russie pour se battre. Il y a des noms très célèbres d'ailleurs dans cette liste qui ressortent comme le commandant Toulsan, le capitaine Litolf, l'aspirant de la Poype, Depange, Durand, Lefebvre, etc., etc. Tous ces gars-là, en l'occurrence, c'est des mecs qui ont très souvent écrit des livres que j'ai eu l'occasion de lire. Je peux vous en conseiller un bon paquet. Si vous trouvez des livres sur Normandie-Yémen écrits par certains de ces gars-là, prenez-les parce que franchement, c'est une très bonne lecture et c'est des livres en or. Il est aussi bien que Le Grand Cirque 2000 de Pierre Klosterman. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voler, avec quoi on va voler pour aller se battre contre les méchants Allemands?
Alors, au début, il y avait les Européens qui avaient... Enfin, les Européens. Les pays alliés d'Europe de l'Ouest et également les États-Unis qui avaient proposé différents chasseurs au groupe de chasse numéro 3 Normandie. Et donc en premier, les Américains, eux, leur proposaient des P-39. Or, il faut savoir les enfants, si vous êtes fans des P-39 sur War Thunder, que le P-39 était déjà à niveau caractéristique pas forcément le meilleur des appareils, il n'a pas été utilisé beaucoup. Mais il avait surtout un énorme problème, qui était un problème de masse et centrage. Alors Baron, c'est quoi le masse et centrage, c'est quoi? Eh bien le masse et centrage en fait, c'est la répartition du poids sur l'appareil. Si le poids est bien réparti, l'avion volera normalement. Si l'avion est trop centré en avant, il aura tendance à piquer. Et s'il est trop centré arrière, il aura tendance à monter et donc aura des risques de décrocher plus facilement. Ici, le problème principal de l'avion venait au niveau du moteur et du canon. Parce que comme tout le monde le sait, le P-39 Air Cobra ou Air Cobra a un canon nasal de 37 mm qui est relativement redoutable dans War Thunder. Mais dû à ce canon et aux deux mitrailleuses de 12,7 qui étaient implantées dans le nez, pour insérer ce canon et les munitions, il a fallu dégager le moteur du nez de l'avion et le placer derrière le pilote, comme vous pouvez le voir sur la photo du bas, le placer derrière. Et en fait, ça a, au bout d'un moment, impacté sur le masse centrage de l'avion. C'est-à-dire qu'imaginez, je sais pas, je sais qu'il est utilisé un petit peu dans le Pacifique, imaginez, il y a un bon pilote américain qui pilote dans le Pacifique, il va au combat, il tire, il crame à peu près la moitié de ses obus de 37, et bien à partir du moment où vous aviez cramé à peu près la moitié de vos munitions en 37 mm, vu qu'un obus de 37 sera relativement lourd, et ben le massif centrage dégageait vers l'arrière de l'avion, parce qu'il y avait plus de poids à l'arrière dû au moteur qu'à l'avant, puisqu'il y avait moins de munitions chargées, donc du poids avait été perdu. Et à partir du moment où vous commenciez à tourner un peu trop serré avec ce massif centrage qui était un peu trop en arrière, l'avion partait en vrille, et il faut savoir qu'un avion qui part en vrille ou en décrochage et qui est centré arrière, c'est impossible à récupérer. C'est totalement impossible à récupérer, tout ce qui vous reste à faire c'est de vous éjecter si vous y arrivez, sinon vous finirez en chaleur en lumière. Donc, les Français sachant ça, ils se sont dit on va éviter de prendre celui-là. Alors ils ont continué à regarder la liste et là, les Britanniques, eux, leur proposaient du matériel de chez Hawker, donc le Hawker Hurricane, mais qu'ils ont dit tout de suite nope, on veut pas de ça. Pour la raison qui est la suivante, c'est que le Hurricane, on était quand même déjà en 42 les enfants. En 40, le Hurricane, jusqu'à peut-être début 41, mais en 40 le Hurricane pouvait encore faire l'affaire. À partir de 41, il est devenu complètement dépassé par rapport aux autres chasseurs allemands qu'ils allaient affronter, notamment des Focke-Wulf 190 et les 109. Sur tous les points, armement et performance, explosait totalement le Hurricane. Donc ils ne voyaient pas l'intérêt, nos petits Français, d'aller se battre avec un avion qui était déjà, je vais pas dire poussif, mais plutôt surclassé. Donc pour eux, prendre cet avion, c'était l'équivalent d'entrer dans une tombe volante. Donc ils ont dit non. Et donc le troisième choix qui s'offrait à eux, en fait, c'était des avions russes. On leur a proposé des Yak et des Lavotchine de chasse. Or, ils ont gardé niveau caractéristique entre les LA et les Yak. Et ils se sont rendus compte que les Yak étaient plus performants niveau performance de vol. Et donc, ils ont eu comme première monture de combat le Yak AB. À savoir que Normandie Yemen, comme je l'ai dit précédemment, a eu 3 avions principaux, un quatrième que je ne compte pas. Ils ont eu les Yak 1 qui était Yak 1B qui était leur première monture de guerre. Après ils ont eu des Yak 9 classiques et des Yak 9T, je crois que c'était des Yak 9B d'ailleurs. Également des Yak 9T, quelques-uns. Et aussi des Yak 3. Or, il faut savoir qu'ils ont eu également quelques Yak 7B. Et en fait ces Yak 7B là, dans War Thunder on les utilise comme avion de chasse. C'est vrai, pour aller se battre contre n'importe quel autre joueur, on peut l'utiliser comme avion de chasse dans War Thunder. Or il faut savoir que les Yak 7, malgré qu'ils aient également été utilisés au combat par les Russes parce qu'il manquait cruellement d'avions, je sais pas si vous êtes toujours demandé pourquoi est-ce que la verrière du Yak 7 était aussi grande. Et bien si elle est aussi grande, c'était parce qu'à la base c'était un avion de transformation, c'était un avion d'entraînement pour entraîner les pilotes à apprivoiser les Yak de combat. Après, vu qu'il manquait beaucoup d'avions, il manquait énormément d'appareils, ils ont utilisé les Yak 7 en mode ouais c'est pas grave même s'il y a une place à l'arrière, il y a personne, ça va, pas de soucis. A savoir que le P-39, même s'il était très peu utilisé, qui leur était proposé au Normandie Yemen, même si le P-39 était très peu utilisé, les Russes, ils se battaient les couilles de tout. Ils se sont dit, oh, bah c'est un bon avion, il vole bien, il a un bon canon, ça marche nickel, on peut l'utiliser. D'où
le fait qu'il y ait eu plusieurs As russes sur P-39 notamment. Donc ici vous avez deux photos, notamment de trois pilotes de Normandie dont j'ai oublié le nom mais qui sont relativement célèbres devant leur petit yak avec la petite cocarde. Parce que oui, au début ils n'avaient pas encore la casserole d'hélice peinte en bleu blanc rouge, ils avaient seulement la cocarde française peinte sur le côté de leur appareil. Donc une escadrille décimée mais redoutée. Pourquoi décimée? Parce qu'il faut savoir que le groupe de chasse Normandie a subi de très lourdes pertes. Je sais plus exactement combien de pilotes ils ont eu, mais on compte à peu près 50% des pilotes disparus ou tués au combat, ce qui est pour une unité un bilan très lourd, notamment pour un groupe aussi petit que le Normandie. C'est parce qu'au début, il faut vous dire qu'à la première campagne qu'ils ont effectuée, ils étaient grosso merdo 30 pilotes, et à la fin de la campagne, ils étaient plus que 15. Donc vous vous imaginez dans votre salle de classe, où vous êtes souvent au lycée ou au collège, ou en études sup, un peu moins, mais souvent au lycée ou au collège, en moyenne 30, vous imaginez que la moitié de vos copains, ils sont morts. Et là, quand vous êtes 30, vous êtes plus de 15, ça fait quand même un sacré blanc, quoi. Ça ferait un sacré trou et ça leur minait pas mal le moral, contrairement à une escadrille par exemple qui aurait, je sais pas moi, 200 membres, 200 pilotes, 15 membres, c'est presque rien, quoi, en termes de quantité. Mais du coup, ils ont subi de très lourdes pertes, pas sans victoire, parce que vous pouvez le voir ici, je sais plus quel pilote c'est celui-ci, mais comme vous pouvez le voir en dessous de son cockpit, il a quand même fait un bon petit taf avec son petit yak. Il faut savoir que les yaks, malgré tous les préjugés qu'on pouvait dire sur les yaks à l'époque, ils étaient moins sophistiqués, tout ça, c'est des grosses conneries. Sophistiqués, je dirais oui. Moins bon en termes de puissance de feu, de performance, je dirais non. Parce que le yak était un avion, certes rustique, mais qui était particulièrement robuste. Et justement, quand les gens disent moins perfectionnés, c'est pas qu'ils étaient moins bons en performance, c'est qu'ils étaient justement rustiques. C'est-à-dire que dans un yak, vous aviez le collimateur, vous aviez à peine 6 ou 7, enfin 5-6 instruments, mais des instruments vraiment primordiaux pour pouvoir voler. Je crois d'ailleurs pour vous dire que certains yaks russes n'avaient même pas d'horizon artificiel. Alors, quand on pilote ou qu'on connaît un peu l'aviation d'aujourd'hui, c'est quand même un instrument qui est indispensable. Et en fait, c'est ça qu'on reprochait aux avions russes, c'est qu'ils étaient rustiques. Mais le Normandie MN, eux, ils s'en sont pas pleins. Ils aimaient bien leur yak et ils étaient très bons avec ces mêmes yaks. Donc ensuite, leurs adversaires, qui étaient-ils? Ils affrontaient des bombardiers allemands quotidiennement, type Junkers 11 ou Junkers 88, mais niveau chasseurs, ils rencontraient quelques 109, mais principalement des Focke-Wulf 190, qui étaient du groupe de chasse numéro 51 de la Jack Geschwader 51, qui leur a très souvent tué la majorité de leurs pilotes. Ensuite, niveau résultat, donc bien sûr une unité qui a été décimée en majorité, qui a eu énormément de pertes, mais très redoutée, parce que de 42 à 45, le régiment de chasse Normandie-Yémen, parce qu'il faut savoir qu'à la base, l'escadron de chasse s'appelait, le groupe de chasse numéro 3 s'appelait Normandie. Or, durant la deuxième ou troisième campagne qu'ils ont effectuée, je crois, ils devaient couvrir des unités russes qui devaient traverser le fleuve Yémen, en fait à proximité du fleuve Yémen. Et il faut vous dire que durant cette opération-là, le groupe de chasse a abattu, je crois, une trentaine d'appareils allemands. Il n'y en a pas un seul qui est passé à travers la couverture de chasse du Normandie et ils n'ont pas perdu un seul pilote. Et dû à ce fait d'armes quand même, c'est déjà incroyable déjà quand une escadrille anglaise partait au-dessus de la Manche, qu'elle revenait sans avoir perdu un seul pilote et qu'elles avaient descendu 3, 4, 5 appareils, il y avait déjà le Churchill qui leur envoyait un mot disant vous avez bien joué les gars, c'est du très bon travail. Alors là, imaginez, aucune perte en 2 jours ou 3 jours, je sais plus combien de temps exactement, et plus de 30 appareils allemands descendus. C'est un score qui est assez incroyable. Ils ont donc effectué, et donc grâce à ce... Excusez-moi, je mélange un peu les pinceaux là. Et donc dû à ce fait d'armes, Staline les a remerciés et du coup a baptisé leur escadrille en honneur à cette mission qu'ils ont particulièrement bien effectuée. Les a appelés le Normandie-Niemen, comme le fleuve qu'ils ont survolé, la zone du fleuve qu'ils ont dû eh bien, couvrir. Ils ont donc effectué 5240 missions et donc ont totalisé 4354 heures de vol. Ils ont effectué 869 combats aériens et ont obtenu plus de 273 victoires. 273 victoires vu le petit comité en termes de pilotes qu'était le Normandie-Niemen,
C'est énorme, croyez-moi que c'est énorme. Mais encore une fois, ils se sont fait décimer, vous allez voir tout de suite, parce qu'ils ont perdu 38 pilotes qui ont été tués ou disparus. 7 pilotes morts en service aérien, ça veut dire qu'il y a par exemple 7 pilotes qui sont tués dans leur avion ou en entraînement et qui sont pas morts sous les balles ennemies. Et il y a eu 3 chanceux, 3 très gros chanceux. Ces 3 chanceux, c'est 3 pilotes qui ont été faits prisonniers et qui sont rentrés en France. Alors pourquoi chanceux? Même pas par le fait qu'ils soient éjectés de leur appareil et qu'ils sont rentrés en France après la guerre, qu'ils étaient faits prisonniers, mais par le fait que Hitler lui-même, ou je sais plus si c'était Hitler ou Göring, avait mandaté une loi disant que tout pilote français trouvé en Russie se devait d'être abattu sur le champ. C'est-à-dire que les Français, même nos petits Français, même s'ils s'éjectaient, il y avait les grands patrons allemands qui avaient ordonné que tout pilote français trouvé sur le territoire russe ne devait même pas être fait prisonnier, mais juste tué sur le champ. C'est-à-dire que nos petits copains, même s'ils s'éjectaient en territoire ennemi, ils étaient même pas sûrs de pouvoir s'en sortir. Heureusement, ces gars-là, ils ont dû tomber sur des pilotes de la Luftwaffe qui étaient vraiment des bons à l'époque, pas comme ces connards de SS ou de la Wehrmacht. Ils ont dû vraiment avoir beaucoup de chance. Vraiment, excusez-moi, ils ont vraiment dû avoir beaucoup de chance. Donc, au total, à part les victoires aériennes qui sont comptées au nombre de 273, en plus de ça, il y a eu 37 avions ennemis probablement abattus. Alors, qu'est-ce que c'est probablement abattu? Pour ceux qui ne savent pas, c'est que pour certifier les victoires, il y avait deux solutions à l'époque. Ou bien, on visait l'avion ennemi, on tirait dessus, et un collègue crachait de la fumée noire ou il prenait feu, et un collègue qui était à côté en rentrant disait oui, je confirme la victoire parce que je l'ai vu abattre cet avion là. Ou bien dans les des appareils il y avait des gun caméras. Qu'est-ce que c'est une gun caméra, Baron? Eh ben une gun caméra c'est une caméra qui s'allume au moment où vous pressez la gâchette de vos mitrailleuses pour filmer la victoire. Et donc quand vous rentrez une mission et que vous dites j'ai tué, j'ai abattu tel appareil, les gars vont chercher dans le nez de l'appareil le film et le visionnent. Or parfois il se trouve que l'avion n'est pas abattu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu, mais on voit quand même qu'il a pris bien tarif et donc on est quasiment sûr qu'il ne pourra pas rentrer à sa base. Mais quasiment sûr, donc pas sûr à 100%, et donc c'était une victoire déclarée comme probable. Ils ont également endommagé 47 avions ennemis, donc là c'est avions sur lesquels ils ont tiré, qu'ils ont été touchés, mais qui n'ont pas suffisamment endommagé pour qu'ils se crashent. 132 camions détruits, 24 voitures, 22 locomotives, 27 trains. Ils ont attaqué 8 gares, 5 terrains d'aviation attaqués. Ils ont coulé 2 vedettes. Ils ont attaqué 4 cantonnements allemands et 3 usines. Malgré toutes ces petites choses annexes, ne serait-ce que le nombre de victoires qu'ils ont eu, c'est déjà énorme pour un petit groupe comme le Normandie-Yémen. A savoir qu'aujourd'hui, le Normandie-Yémen existe bel et bien toujours, puisque, si vous préférez, le groupe de chasse Normandie, après la guerre, ils sont rentrés au pays avec leur yak. Staline, en honneur au fait qu'ils soient battus à leur côté, leur a donné leurs avions, leur a donné leurs armes, pour qu'ils puissent rentrer en France, d'où mon image en haut à droite. Sauf que le Normandie-Yémen, aujourd'hui il existe encore. Je peux le confirmer étant donné que j'ai passé encore mes examens il n'y a pas longtemps. Je suis en fait en BTS aéronautique et j'ai dû faire 2 stages au bout de mes 2 années. Le premier pour de la maintenance pure et le second pour plus tout ce qui est documentation, maintien de navigabilité. Et comme j'adore l'armée et les avions militaires en général, j'ai eu la grande chance de pouvoir aller à la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, dans lequel il y a l'escadron de chasse Normandie-Yémen qui aujourd'hui s'appelle le 230 Normandie-Yémen et qui est basé là-bas sur Rafale. Et donc cet escadron FAFL, lui, existe encore à l'image un peu de l'escadrille Lafayette par exemple, qui je crois devait les rejoindre avec des Rafales, je sais plus, quelque chose du style. Mais donc il existe encore, on peut le voir sur leur queue, il a le symbole Normandie-Yémen, le blason avec les tigres et la flèche. Et donc cet escadron, malgré qu'il a été créé en 1942, est toujours d'actualité. Hello tout le monde, salut les enfants, c'est Baron, on se retrouve pour la petite partie gameplay sur le Flash Normandie-Yémen en compagnie de notre bon vieux poteau, le Yakinbé, qui est un skin historique d'un pilote, je crois, qui s'appelait Albert Durand, si je ne me trompe pas.
Et donc on va essayer de faire quelques kills pas trop dégueux avec ce yak. Il faut savoir que je suis plutôt nul avec les avions russes, hein. J'essaie de dire que je joue très peu. Et que je ne connais pas très bien non plus. Donc on est sur Krimsk Summer, pardon, et on devrait donc tomber contre de l'allié. On va déjà un point là-bas, au niveau du haut de mon hélice. Le problème c'est que j'ai seulement 120 obus de canon, il va falloir que je fasse très attention, que je sois très économe en termes de bourrinage de 20 mm, parce que sinon je vais me retrouver très vite avec une seule MG de 12-7, et là ça risque d'être assez compliqué, pour pas dire que je serai dans la... Viens ici mon enfant, je te promets je vais pas te faire de mal. T'inquiète pas, laisse-toi faire. Surtout que les joueurs PS4 ils ont un très mauvais champ de vision autour d'eux, ce qui est plutôt sympa pour moi. Allez, viens ici mon petit Kinder en zugre. D'accord. D'accord, vous voyez à quel point je suis nul avec les canons russes, hein. J'ai réussi une calumet avec un critique alors qu'il se présentait totalement à moi. C'est assez... Pour moi c'est laborieux. Qu'est-ce qu'il fait? Au point de décrochage? Pourquoi tu fais ça? Bon bah je te retourne dessus, hein, écoute. Je vais pas me priver, hein. Voilà, bon. Moi pas compris. A few inches later. Ah, le I-16 jamais il rattrapera... Il rattrapera le Wellington. Surtout que le Wellington n'a pas de mitrailleur ventral. Ce qui est une très bonne chose. Allez petit yak, tiens le coup dans la montée, tout ce que je te demande. Un hit dans le moteur, déjà ça lui aura pas trop plu. Ah, vous voyez, il a pas trop aimé. Il a pas trop aimé. Oh 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 oh, non, prends pas pour une bleusaille toi. Et tout passe à côté, je sais vraiment pas utiliser les canons. Mais gros tu vas te... Ah voilà. Bon bah à la 12-7 j'ai coupé l'aile. 2 hours later. Casse-toi. Putain, il me fait fou. Ah putain, j'aime pas ça. Tire-toi. Merde, j'ai perdu le mec de vue. Ah d'accord. Il est passé où? Ah il est là. Je pense qu'il m'a vu, il est pas dingue. Même s'il essaie de tourner, je suis un yak. Le corsaire pourra pas faire grand chose pour m'éviter. Voilà. Toujours viser l'aile si vous pouvez. Si vous visez l'aile, l'avion il est foutu d'avance. Il essaie de me tirer dessus, lui, mais toi t'as cru quoi? Oh putain, pas passé loin celui-là de pruneau. Many months later. Ah tiens, t'as pas discuté avec le gars. Ah, il arrive. Voilà. Voilà comment se casser les ailes. Voilà. Too bad. Dommage. Bon voilà. Bon, je pense qu'on peut me l'accréditer cette victoire. On peut me compter un 4ème kill même si c'est pas officiel. Voilà. C'était le gameplay en Yak 1B pour le Learn and Fly sur le Normandie MN. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez eu envie de jouer à ces petits avions russes qui est, ma foi, plutôt sympathique malgré un armement que j'ai du mal à gérer.
Ah, il est bon. Il est bon cet avion.